Voilà, sur Empreinte Art, moi, ma nomination, elle n'a aucune importance pour moi. Ok. Il faut qu'on sorte de ces lobbies un peu qui essayent de s'accaparer de la culture, de la musique mauritanienne, de toutes ces personnes qui n'étaient rien et qui ne sont rien, voilà, sans la musique, mais qui essayent avec leur toxicité d'essayer un peu, voilà, d'empoisonner. Si a jarani million boy kamone brabim ko kotte bolle on gonga goto wone soma ko heddi ko foko pour wiide harbe be ndole a cuide bone firina kewdo ko mankede mone a wayri nande dille wandu so hebi almet ko bone kankere king kong hejane singe d'ailleurs ko nanuma e kone marto walla pince kas walla wange caché walla tam reglu kala boya burani min wonde dang. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zen Phase Podcast. Aujourd'hui, nous allons suivre une direction qui est différente parce que nous avons une personne qui est culturellement riche. Quand je dis culturellement riche, c'est dans le sens où c'est une personne qui porte plusieurs casquettes. Donc, je vous présente El Khatab Dia, un jeune activiste, animateur passionné de politique et de la musique mauritanienne. C'est un ancien coordinateur de la PFAS qui est présentement animateur de l'émission Jazz 222. D'ailleurs, je vous l'invite à aller le voir. Il est cependant coordinateur et en charge de la communication du label Iceberg. Ayant fait des études en audit et en contrôle de gestion et travaillant dans la coordination de beaucoup d'événements chez nous, dont Authentic, Absen et même celui d'Advisor. Donc, c'est un vrai plaisir chez nous. C'est un vrai plaisir chez nous à Unface Podcast d'avoir Khatab parmi nous aujourd'hui. Comment tu vas, mon ref? Tu vas bien? Alors, je vais très bien et voilà, je suis bien, je suis tranquille. Je vais d'abord, si tu me le permets, Pace, te remercier pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Et commencer par des mots de remerciement, d'encouragement pour tout ce que tu fais. On suit et on donne beaucoup de force, même si c'est pas trop visible. Et on trouve que c'est une approche assez différente, assez extraordinaire par l'apport. Et je trouve que des initiatives comme ça sont bien évidemment à t'encourager. En tout cas, merci beaucoup. Il faut savoir que on a fait la même formation tous les deux. Nous sommes tous les deux des auditeurs. Mais par rapport au podcast, tu fais partie également des inspirations qui ont fait que Unphase existe aujourd'hui. Parce que Alors, ça fait plaisir. Hein? tu fais un travail fou. Je ne sais pas si nos auditeurs sont au courant de ça, mais tu fais un travail fou derrière. Tu es derrière beaucoup de personnes, beaucoup de choses qui ont été réalisées. Cependant, peut-être que tu as été crédité ou peut-être pas, mais il y a eu ton empreinte par rapport à ça. Donc, tu fais aussi partie des empreintes qui ont inspiré Unphase Podcast grâce à ton émission Jazz 222 et énormément de choses que tu as fait derrière ça. Donc, c'est un vrai plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui ici. Donc, Khatab, est-ce que tu peux nous parler de toi? J'aimerais savoir exactement, pour avoir toutes ces casquettes-là, il a fallu bien entendu un chemin. Et ce chemin, j'aimerais que tu m'en parles. J'aimerais que tu retournes jusqu'à ton enfance et que tu me dises quels sont les événements qui ont fait de Khatab celui qu'il est aujourd'hui. Tu as évoqué énormément de choses. Déjà, avec beaucoup d'humilité, je pense que tu as été généreux dans les propos que tu as avancés. Ah, j'ai juste dit la vérité. Voilà, en fait, c'est un plaisir puisque Jazz 222, comme tu l'as abordé, en fait, à la base, l'émission Jazz 222, elle n'était même pas animée par moi. L'idée, c'était avec les VFC Prod. C'est eux qui avaient l'émission, c'est eux qui l'ont un peu conçu. Et c'était avec Doubidou au début. Moi, je vais repris l'émission. C'est vrai qu'on a fait de, entre guillemets, belles choses. Parce que moi, je suis quelqu'un de très exigeant en réalité. Je suis rarement satisfait de ce que j'ai fait. Et pour les nombreux numéros que j'ai fait pour Jazz 222, personnellement, alors je me faisais noter et je me notais moi-même. J'ai eu la moyenne très rarement hein, quand c'est moi qui me note. Parce que tu es très exigeant envers toi-même, quoi. Ouais, quand c'est moi qui me note. Bon, en fait, l'idée, c'était ça, c'était d'amener les artistes à discuter, d'un peu, voilà, montrer au public que ces gens-là, ils ont un parcours, qu'ils ont des perspectives et qu'ils ont énormément de choses, voilà, à donner au public et énormément de messages à lancer. Absolument. Alors, pour revenir sur Jazz 222, l'animation, tout ça, en fait, je pense qu'avec l'émission, on aura le temps d'aborder tout ça. Mais pour les moments les plus marquants pendant l'enfance, si tu veux, en fait, Khatab, je suis... Tu viens d'où déjà?
Voilà, moi, je suis un jeune de Nouakchott. Voilà, mes parents viennent de Bogué, donc je suis naturellement de Bogué, mais j'ai grandi à Nouakchott. Je suis né à la Médine 3, l'on appelle avec beaucoup de fierté la M3, mais j'ai Absolutely. grandi je suis aussi un boy 5. J'ai grandi à la 5e, juste à côté de la mairie de Sepra. Voilà, en fait, j'ai eu une enfance, mon enfance, ça me fait un peu rire, j'ai eu une enfance assez difficile dans la mesure où j'ai été une version très, 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 euh, entre guillemets, perturbateur, agité. Voilà, j'étais vraiment un grand perturbateur, agité. Désolé, mais tu as la tête de l'emploi. Voilà. J'étais terrible, hein. J'ai une enfance un peu terrible. Euh, Dieu faisant bien les choses, je me suis, j'ai pu déconstruire cette enfance-là avec toute cette brutalité que j'avais pendant l'enfant. J'ai pu la déconstruire un peu. Brutalité, tu dis. Voilà, brutalité. J'étais quelqu'un d'assez brutal, quelqu'un d'assez agité, vraiment terrible en fait. mais j'excellais à l'école en fait. J'étais toujours premier de ma classe et j'avais une maman qui a beaucoup investi sur mon éducation, qui était d'ailleurs enseignante et qui était très exigeante. Euh, alors, les moments les plus marquants, c'est surtout une camarade de classe, Fatimata Kamara. À l'école, il faut bien le dire. En fait, moi, j'étais celui qui avait un peu imposé un peu son royaume, en fait. Voilà, un peu, il n'y avait même pas de concurrence. Et voilà, il y avait Fatimata Kamara qui atterrissait et voilà, qui arrivait quand même, voilà, un peu à me mettre, voilà, quoi, à me challenger, en fait. Donc, j'avais un peu peur puisque parfois les notes, on se rapprochait un peu. Et moi, puisque, comme je l'ai dit, je n'étais qu'un enfant, je ne comprenais pas beaucoup de choses, mais j'ai été terrible avec le comportement que j'avais avec Fatimata Kamara. Je la harcelais, les body shaming et tout ce que tu veux. Et un jour, je me rappelle, même ses parents sont venus à l'école, à El Hadj Mokhtar Kelle à l'époque, pour se plaindre. En fait, je ne savais même pas ce que je faisais, mais c'était un peu terrible. J'avoue que je lui avais quand même rendu la vie un peu difficile, tout simplement parce qu'elle était forte et qu'elle arrivait un peu à faire bouger le trône que j'occupais tranquillement, sans problème. T'avais peur de la Voilà. concurrence. Bon, voilà. Si j'en parle, c'est pour lancer un message aux parents de bien faire attention aux agissements de leurs enfants à l'école, puisqu'il y a de ces choses qu'on pense anodines, mais en réalité, Absolument. c'est des... En fait, c'est des cicatrices que l'on ne pourra jamais effacer. En fait. Je suis d'accord avec toi. Voilà, maintenant, le parcours il est venu tout naturellement. J'ai fait mes études. Voilà, j'ai eu mon baccalauréat, ma licence. J'ai fait continuer mes études au master en audit et contrôle de gestion. Voilà, et l'animation, c'est juste une passion qui est née comme ça. Et ça reste juste une passion. Ça n'a jamais été un boulot que j'occupe à temps plein, en fait. Voilà. Ah ouais. Yeah. Mais c'est bien d'être passionné par l'animation parce que, en même temps, surtout quand tu cumules passion et professionnalisme, au final, tu peux parvenir même à en faire un métier. Ouais. Mais toi, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu es également auditeur comme moi. Ouais. Ok, donc le chemin entre l'animation et les finances, on sait très bien que c'est un chemin rempli d'embûches. Ouais. Moi, par exemple, j'y arrive pas. Honnêtement, mon temps est plus séparé par les finances plutôt que par le podcast. Mais toi, je vois que tu arrives bien à jongler les choses, t'équilibres bien ce que tu fais. Donc, c'est quoi ton secret en fait? Bon, en fait, il faut le dire, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui veut s'y essayer dans tout. D'ailleurs, j'ai fait les 3 séries, à savoir la série scientifique, la série D, série littéraire, la série mathématique C, puisqu'on m'avait orienté en série C, mais je voulais pas parce que dans ma tête, il y a eu un grand à moi qui a eu une grande influence, qui était juriste. Je voulais faire le droit. Et par la suite, voilà, la famille, ils n'étaient pas d'accord et tout. Et voilà, j'ai dû renoncer à la série A pour me reconcentrer. Après avoir essayé un peu la série mathématique et tout, j'ai essayé de faire la série A, comme que tout le monde n'appréciait pas. J'ai laissé tomber et je me suis complètement, voilà, j'ai atterri à la série D. D'ailleurs, j'ai raté la classe de 5e, je n'ai presque pas faite puisque j'étais un peu entre A, C, D. Donc, j'ai continué en 6e D et terminale D pour avoir mon bac, continuer un peu ailleurs. Alors, mais pour les finances, c'est un domaine
que j'ai pas choisi en fait. Ah ouais. Vous voyez un peu des études en gestion, en économie, en finance, en audit, contrôle de gestion. C'est pas un domaine que j'ai choisi. Et Alors à la base, il y a eu des circonstances un peu difficiles quand j'ai obtenu le bac, évidemment. Voilà, je voulais d'abord faire le droit. Par la suite, j'avais eu une ambition, c'était de faire la médecine, mais puisque les conditions n'étaient pas réunies, quand je faisais le bac, il y avait le daron qui était malade, beaucoup de complications et tout. J'étais pas trop concentré. J'ai fini par faire un peu, voilà, par avoir le bac, mais pas avec une moyenne extraordinaire. Donc, j'ai été obligé de faire, voilà, la gestion, L'audit, le les contrôle. finances et tout. Donc, voilà, j'ai atterri par hasard. On m'y a obligé en quelque sorte, mais c'était pas un domaine que j'avais choisi. Et voilà, j'ai travaillé avec les ONG comme Save, un peu OIM et tout, Mmh. dans ce cadre-là, et parfois en freelance et tout. Mmh. Mais je suis quelqu'un de très open sur énormément de choses dans le monde de la culture, puisque, en fait, quand on travaille dans le monde de la culture et de la musique, il faut aussi savoir qu'on ne fait pas que de la musique, que de l'enregistrement, que de la production. Il y a aussi le domaine de la communication, il y a aussi le domaine des finances, la distribution et toutes ces programmations. Donc, j'apporte un peu, voilà. Mmh. Et là, je travaille dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec tout ça. Je pense que tu sais un peu de quoi Oui. je parle, mais Mmh. ça reste la même, voilà. Euh, voilà un domaine que j'ai choisi comme ça, et voilà, je sais même pas comment j'ai fait, mais j'ai atterri dans ce domaine-là. En tout cas, c'est bien honnêtement, c'est comment on va dire déjà, franchement, c'est quand on voit ton parcours, c'est inspirant. Mmh. OK? C'est inspirant dans le sens où tu l'as dit toi-même que c'est un domaine que tu n'as pas choisi et Mmh. également lorsque tu passais le bac, tu l'as passé alors qu'un de tes parents était malade. Mmh. Comment est-ce que tu as vécu la maladie de ton père, au fait? Pas difficilement, je l'ai perdu après mon bac. Allah yarhamou. Voilà, c'est quelqu'un qui avait une grande influence sur moi. Mmh. Je pense qu'on aura même le temps d'aborder tout ça. Mais après, que faire? La vie continue. C'est vrai, c'est une période assez difficile pour moi, puisque j'obtenais le bac, j'avais cette fierté-là, tu vois, un peu. Ouais. À l'école El Hadj Mokhtar Kelly, avec les camarades, les collègues avec lesquels j'étais, je peux en citer les Adama Dia, les Khalid Dia, les Tijane Diagana, tout ce monde-là. En fait, on avait une concurrence extraordinaire. Ouais, un peu. Donc, moi, quand j'obtenais le bac, avec une moyenne comme ça, pas exceptionnelle, et les autres, ils ont leur bac, ils ont leur bourse et tout. Vous Mmh. voyez l'impact que cela a fait. Ouais. Mais voilà, j'ai cru en moi, et je me suis toujours dit que j'étais quelqu'un d'assez résilient, de travailleur, et que je suis tout le temps dans la quête, voilà, du savoir. Je me forme chaque jour, je me forme quotidiennement. J'essaie tout le temps de surpasser mes limites, et je sais que j'ai des objectifs bien précis et je vais les atteindre. J'aurais aimé que le daron voit tout ça, mais après, je sais de là où il pourra un peu, voilà, être fier Ouais. de l'homme, voilà, qu'il En a. fait, j'en suis sûr et certain parce que, tu sais, on est musulman Mhm. et en tant que musulman, on sait très bien que la mort n'est pas une fin. On sait Mhm. très bien qu'on peut toujours avoir des nouvelles, enfin, on sait toujours que les gens qu'on a perdus Mhm. peuvent toujours avoir de nos nouvelles. Mhm. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est de continuer de prier pour ton père et on le fera tous, Inch'Allah, Allah yarhamou. Merci Et sache beaucoup. que tout ce que tu vas réaliser dans la vie, le bon Dieu est capable de le lui dire et de le lui Amen, amen, montrer. amen, Donc, amen. continue sur ce chemin et surtout ne t'arrête pas. Merci, merci, Et c'est merci. bien, tu as parlé d'une chose importante. C'est-à-dire, c'est le cas de bullying. Mm. Bullying, c'est-à-dire, d'agresser, Mhm. on va dire, Mhm. quelqu'un. Mhm. OK? Mhm. Donc, tu as parlé du cas de Fatimata Kamara, c'est Le ça? body shaming. Bah, Par la suite, mhm. je tiens à préciser, après, on s'est envoyé beaucoup de messages, on s'est excusé. En fait, en fait, cet épisode-là, elle m'a vraiment marqué. J'en parlais déjà à un de mes grands, à une amie aussi, voilà, comme ça, on parlait sur un projet, voilà, un peu de lutte contre le harcèlement scolaire. En fait, ça s'inscrivait tout le temps dans cette démarche-là. Oui. J'étais un enfant, je ne comprenais pas.
Mais là, les parents ont aussi l'obligation de comprendre, d'essayer d'interroger leurs enfants sur leur agissement à l'école. Je pense que c'est intéressant. C'est très important parce que moi, j'ai vu, par exemple, une école comme les écoles privées Cheikh Moussa, qui a une tolérance zéro contre le bullying ou bien l'agression des enfants. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, peut-être qu'un enfant, tu n'as peut-être pas la maturité nécessaire pour savoir que tu es en train de faire du mal à un autre enfant comme toi. Mais malheureusement, c'est quelque chose de très fréquent dans les écoles. Et lorsque j'ai vu, par exemple, les écoles privées Cheikh Moussa avoir une tolérance zéro par rapport à ça, en fait, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'au moins, je peux amener mon fils tout en sachant qu'il est protégé dans cette école-là. Et aujourd'hui, par exemple, si tu avais un conseil à dire au khattab de cet âge-là, ce serait lequel? Bon, je sais pas trop. Khattab, à cet âge, c'était un gars très têtu, c'était un gars qui n'écoutait pas vraiment. Heureusement qu'il avait peur de sa maman, mais voilà, en fait, moi, je le faisais, pour moi, il n'y a aucun problème. Donc, plutôt, j'aurais plutôt reformulé la question, si tu me le permets, bien sûr. Vas-y. J'aurais plutôt aimé que ma maman, surtout, qu'elle m'interrogeait un peu davantage sur quelques agissements à l'école et qu'elle puisse un peu m'orienter, me recadrer par rapport à ça. Mais après, c'est pas de sa faute, elle ne savait rien du tout. Voilà, c'est un message que j'envoie aux parents de faire bien attention aux agissements de leurs enfants parce qu'un enfant, il agit en ignorant un peu les conséquences de ce que cela pourrait un peu engendrer au sein de l'autre. Absolument. Chez l'autre. Bah oui, parce que aujourd'hui, les parents, malheureusement, beaucoup de parents prennent les écoles comme étant des garderies. Je ne dis pas que c'est tous les parents, mais je dis tout simplement qu'il y a pas mal de parents aujourd'hui qui ne sont pas totalement investis dans la vie de leurs enfants tout en sachant ce qui se passe dans les écoles. En tout cas, sachez que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les écoles. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir une maîtrise totale par rapport à ça, de la vie de votre enfant, amenez-le à l'école Cheikh Moussa. On va s'occuper de lui. Ouais. Voilà. Alors là, tu fais la promotion de ton école. Absolument. Donc, du coup, maintenant, j'aimerais que tu me parles du déclic. Le déclic par rapport à quoi? C'est-à-dire que, machallah, Khattab, tu as beaucoup de casquettes. Moi, je t'ai connu récemment, mais j'avais beaucoup entendu parler de toi par rapport aux initiatives auxquelles tu as participé. Je l'ai dit tout à l'heure que tu n'as pas été crédité par rapport à ton apport. Et ton apport, je parle de la culture mauritanienne en général. Pas seulement que des artistes, pas seulement que dans les finances, mais je parle de la culture mauritanienne. Nous sommes des jeunes et nous savons très bien qu'il y a des domaines sur lesquels on n'arrive pas vraiment à arriver là où on veut arriver. Mais je veux dire, tu donnes des coups de pouce à pas mal de personnes, donc tu as un certain impact dans la culture mauritanienne. Donc maintenant, j'aimerais que tu me parles du déclic de l'engagement dans la vie associative pour commencer. Parce que tu sais, beaucoup de personnes se disent philanthropes, disent que c'est des gens qui aident les associations, qui sont actifs dans la vie associative. Mais exactement, j'aimerais savoir, toi, quel est le déclic qui t'a fait, que tu t'es dit que ouais, je vais me lever, je vais commencer à aider les gens. Pourquoi Khattab a choisi la vie associative? Bon, en fait, le déclic, je dirais, en fait, la vie associative, franchement, moi, je dirais que c'est inné, en fait. J'ai toujours voulu ça depuis tout jeune, depuis mon enfance. J'ai toujours voulu aider les autres, partager avec les autres. Et franchement, avec toute humilité, moi, j'ai un détachement, mais complet du matériel. Je suis détaché matériellement et tout, si l'expression est bonne. Et en fait, j'ai toujours voulu faire les choses en grand, en fait. Par exemple, offrir un abri à quelqu'un qui est dans le besoin, voilà un peu. Pour les activités de Ramadan, moi, ma perception des choses, elle allait tout le temps à l'encontre de ce que les gens faisaient. Au lieu de donner, symboliquement de l'huile, 5 litres d'huile, un 5 kg de riz, moi, je pensais à une ration complète pour une famille, qui va la suffire pendant tout le mois béni du Ramadan. Moi, je pensais à pas donner de l'aumône, mais donner quelque chose de plus conséquent. Vous voyez un peu. Donc, j'étais tout le temps dans cette logique-là, en fait. Donc, cela a été un peu le déclic. Après, par la suite, nous avons eu des initiatives entre jeunes, par exemple, avec des amis d'enfance. On avait créé
On avait créé une petite association, voilà, au quartier et tout, avec des amis d'enfance. Je peux en citer Bokar Mboj qui est au State, Hems, il y avait AMD qui est beatmaker actuellement. Donc, on s'était organisé, Moussa Boypulo qui était enseignant. Voilà, on s'était organisé à mettre en place une association entre potes d'enfance et tout, mais ça a mal tourné. Il y a un gars, il y a un gars qui a bouffé les sous. On s'est fini en bagarre et puis c'est tombé à l'eau. Pourquoi on a toujours des problèmes comme ça? Non, mais on était trop jeunes en fait. On était trop jeunes. Voilà, c'est juste une histoire d'adolescent. Mais voilà, on était trop jeunes, mais on était quand même ambitieux. On a mis en place une association, on faisait des assainissements, on partageait, on donnait des kits alimentaires, tout ce que tu veux, des sensibilisations sur le paludisme et autres. Mais bien, voilà, je sais plus, entre Bokar et AMD qui a bouffé les sous, mais il les a bouffés. On a fait une réunion chez Demba Koulibaly, un pote, qui l'a 44, et c'est fini en coup de poing. Ah oui, Ouais. c'est arrivé là-bas. Voilà, par la suite, j'avais aussi pensé à une initiative qui se dénommait Activision avec un pote d'enfance, Prodigy Beat, qui est beatmaker, qui est d'ailleurs on est sur Iceberg Music et plein d'autres projets, que ce soit culturel ou social. On avait lancé Activision, qu'on avait laissé en stand-by par la suite, puisqu'il y avait d'autres engagements. Ok. Voilà, il y avait tout le temps des initiatives comme ça. Il y avait, avec Prodige, on était très jeunes, collégiens, on pensait déjà à mettre en place un festival à Bogué, notre ville natale. Ok. Et je me souviens, on en avait parlé à quelqu'un. Et il nous avait dit que le projet était très ambitieux, puisqu'on était jeunes, 13, 14 ans, on passait déjà en festival. Et le festival, l'objectif, c'était il y avait un volet social aussi. Ok. C'était de faire un festival, mais les collectes, en fait, tous les bénéfices du festival, l'idée derrière tout ça, c'était de les distribuer aux plus démunis, aux gens qui se trouvaient un peu dans la précarité. Donc, j'avais tout le temps cette idée-là, en fait. Et voilà, comme je l'ai dit, ce détachement-là du matériel, en fait, qu'est-ce que ça nous sert? C'est tellement éphémère. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut en servir? Je parle du matériel, si ce n'est de partager, de subvenir aux besoins qui sont d'ailleurs sans fin. Les besoins, ils sont illimités, comme tu le sais dans le principe économique. C'est parce que les besoins sont illimités et que les ressources sont rares que la science économique, elle existe. Exactement. Voilà. C'est totalement ça. Donc, du coup, moi, je me disais que, tu sais, dans la vie, en général, certaines personnes font face à pas mal de choses en grandissant et ça crée un déclic dans leur vie et ils ont envie d'aider les autres. Tu comprends? Et honnêtement, quand je vois ce que vous avez pu réaliser à 12 ou 13 ans, et je me dis que aujourd'hui, à l'âge dans lequel vous êtes, je comprends mieux le chemin parcouru. Parce que je comprends mieux pourquoi tu as tous ces engagements-là aujourd'hui. Parce que si à 12-13 ans, tu faisais tout ça, machallah, avec tes amis d'enfance, ça reflète exactement l'adulte que tu es devenu aujourd'hui. Et honnêtement, moi, je t'encourage beaucoup à continuer sur ce chemin-là. Donc maintenant, si j'ai bien compris ton rôle associatif. Donc, c'est ça qui a amené tes liens avec la PFAS. Oui, APFAS, c'est un peu tardivement. Il y avait déjà, comme je l'ai dit, l'association qu'on avait créée avec les gars. Il y avait aussi l'initiative des festivals quand on était jeunes écoliers. Et il y avait aussi il y avait une initiative que j'ai appelée Activision avec Prodige, qui était plus dans la sensibilisation, dans l'accompagnement, dans la formation, qu'autre chose. Puisqu'en fait, on était un peu décomplexés à l'école, par exemple. Moi, je me souviens, il y avait une initiative, ce sont mes maîtres qui m'y avaient convié et tout. C'était vraiment une très belle soirée de sensibilisation sur l'excision faite aux femmes. Voilà, je suis venu tranquille, j'ai tout écouté, mais j'étais très gênant. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec l'excision. Avec l'excision. J'ai pas dit que j'étais pas d'accord avec l'excision. J'ai dit, en fait, en vous écoutant, vous mettez tout sur la. En fait, vous laissez sous-entendre que la religion est le premier. Voilà, la religion est le premier souteneur de l'excision, alors qu'en réalité, ça n'a jamais été ça. Vous avez compris. On n'a pas, dans le Coran, qui est la première source, on n'a pas un verset qui dit de manière explicite, qui encourage l'excision. Et par rapport au hadith qui a été attribué au prophète, il a dit à la dame, même si vous devriez couper
avec attention. Limitez ce que vous allez couper. Vous avez vu, c'est ce que je leur avais servi comme hadith. Voilà, ça avait suscité énormément de polémiques. Oui. Un petit gars, voilà, une fourre d'Aronal. Voilà, c'était comme ça. Donc, j'ai toujours eu, voilà, on a toujours vu les choses différemment. Maintenant, par rapport à PEFA, c'est après, en fait, parce qu'il y avait Activision, parce qu'il y avait le festival, il y avait l'association, il y avait tout ça. Il y avait aussi l'initiative Ta'aoun qu'on avait lancée avec des jeunes qui animaient des groupes Facebook, Univers Foot, Face Rim, Jeunesse Libre et autres. Et l'entrée, c'était des denrées alimentaires qu'on allait distribuer par la suite. Et c'est dans cette initiative-là. Et avant de fréquenter APFA, je fréquentais un peu Awaba, la grande sœur Ama Diamenteki. C'est par la suite que j'ai connu Ama. Voilà, on s'est vu, une relation est née. Et puis, je venais tout le temps avant d'adhérer. Par la suite, on a adhéré, on a fait de belles choses. C'est une famille, mais là, je suis plus. J'ai été le coordinateur. Nous avons fait de belles réalisations. Les gars, c'est la famille, les Da, les Axel, tout le monde, ça reste une famille en fait. Voilà, par la suite, moi j'ai décidé un peu, voilà, de prendre un recul et je suis plus dans l'association. Voilà. D'accord. Tu as décidé de prendre du recul par rapport à la vie associative. Mais non, pas par rapport à la vie associative d'une manière générale. Mais par rapport à la PEFAS. Voilà, je suis social dans l'âme. Voilà, d'autres activités sociales, d'autres activités dans le domaine du social pourront naître. Voilà, rien n'est exclu. En tout cas, voilà, vous pouvez voir d'autres initiatives naître. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur ma formation, me former davantage. Okay. Est-ce que dans ta perspective de formation, est-ce que tu penses à faire de la politique demain? Parce que durant l'épisode qu'on a fait avec Amassi et Maxime Dadji, Amassi a expliqué comment est-ce que la proposition lui avait été faite d'être candidat de la mairie de la commune d'Elmina. Et durant l'explication, ton nom en est sorti. Donc, j'aimerais savoir quel a été ton rôle dans la candidature de Amassi Djigo, la commune de Sepra en 2023, mais également quelles sont tes aspirations politiques à toi? Les aspirations politiques, j'en ai énormément, mais je ne vais pas tout dévoiler là. Alors, quelque chose. pour la politique, ma perception de la politique, en fait, oui, je suis d'accord sur l'importance de l'engagement politique. Il faut s'y intéresser, il faut suivre l'actualité politique, il faut avoir une bonne conscience politique. Je pense que nous, surtout chez les jeunes, il faut vraiment s'imprégner, il faut suivre. Il faut avoir une bonne conscience, une bonne lecture de l'actualité politique, puisque nous subissons d'une manière ou d'une autre les décisions politiques. Voilà, on passe notre temps à subir les décisions politiques. Par contre, je suis pas d'accord avec l'idée qui dit que tout le monde doit s'engager dans la politique. C'est comme un peu, voilà, comme chez nous, le commerce. 8 sur 10 contacts que j'ai sur mon WhatsApp ou sur mes réseaux, en fait, ils mettent des publications. Les gars, mes amours, coucou mes amours, n'oubliez pas que cette beurre-là qui vous empêche de mourir est disponible. Je rigole, là. Tout le monde vend. Alors, tout le monde ne peut pas s'engager dans la politique. C'était pour eux. Mais après, il faut suivre. Quand on a des ambitions et quand on est bien outillé et qu'on a des idées claires sur une proposition très claire, de l'économie, de l'avenir de nos enfants, du développement durable. Voilà un peu pourquoi ne pas s'engager dans la politique quand on a ces initiatives-là et quand on a une conviction forte, des idées fortes et une vision claire, voilà, économiquement fondée, socialement bien analysée et tout. Voilà, et sur le plan, du développement socio-économique et environnemental, que ce soit des choses bien structurées, bien travaillées, il faut s'engager dans la politique. Parce que la politique, à un moment donné, c'est juste un apport que tout le monde pourra, voilà, dans son coin, mettre en place
réfléchir, conceptualiser pour que les choses avancent dans notre pays, en fait. Absolument. Parce que moi, je dis souvent que dire qu'on ne va pas faire de la politique, c'est impossible. Pourquoi? Parce que, en fait, la politique, à mon humble avis, à moi, c'est quoi? C'est le bien-être commun. Ça peut peut-être pas être un bien-être commun, mais je dis tout simplement que pour moi, la politique, quoi, c'est la gestion commune. Ouais. C'est ça que j'appelle la politique, quoi, c'est la gestion commune. Nous, les jeunes, nous, les jeunes, on déteste, enfin, on aime trop dire qu'on fait pas de la politique, qu'on n'est pas dans la politique. Et tu l'as bien résumé en disant c'est surtout la décision des autres. Donc, nous devons nous informer. Nous devons rester informés et nous devons nous éduquer aussi à la vie politique. Parce que demain, les décisions qui vont être prises concernent directement nos vies, la vie de nos familles et de nos enfants. Donc, pour changer le système, s'il y a des choses à changer pour changer le système, il faut en faire partie. Et en faire partie, juste le fait que tu puisses avoir ta voix, être capable de voter, une voix intègre, pas une voix achetée, une voix intègre. Du moment que tu l'as, tu changes déjà les choses. Donc, c'est important. Je vous encourage également, comme vous l'a dit Khatab, on doit s'éduquer politiquement parlant. C'est important. Et comme ça, on va arrêter de subir, bien entendu. Voilà, moi j'adore la politique. Je suis un passionné de la politique. Mais je préfère surtout, dans un premier temps, pour l'instant, être dans l'ombre, en fait. Être plutôt dans ceux qui conceptualisent, être un concepteur. Et comme l'a dit Amassi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, tu l'as rappelé tout à l'heure quand tu parlais de son passage chez toi, il disait que nous avons un peu soutenu sa candidature. En fait, nous avons pensé, soutenu et imposé sa candidature. Après plusieurs concertations avec Fried de l'époque, avant même la naissance de Fried, puisque tout était en négociation. J'en avais parlé à des amis, voilà, et on était d'accord, voilà, sur le fait que cette fois-ci, à Elmina, nous allons pas subir, voilà, nous allons plutôt agir. On va pas nous imposer un candidat que nous connaissons pas. Nous allons nous organiser. Le choix a été initialement porté sur Ama. Par la suite, on avait discuté puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi Amassi avait des ambitions. Et on l'avait parlé de tout ça. On a mis au clair et on a dit, vous serez le candidat que nous allons choisir. C'est comme ça que les choses se sont passées. En fait, de quel parti exactement? Toi, tu faisais partie d'une partie? Non, on n'avait pas de parti. En fait, c'était des négociations qui étaient en cours, en fait. Donc, les négociations étaient en cours. Donc, les jeux d'alliance se jouaient. Nous, on a été contactés. Mais avant même qu'on nous contacte, nous avions déjà parlé de ça. Il y avait moi, Bouyaï, Mariam. Il y avait moi, un ami, Bouyaï, qui est un ami d'enfance, quelqu'un de très correct et de très fort quand il s'agit de ses ambitions et tout. Donc, on avait parlé de tout ça. Il y avait Ama, il y avait Mariam, Lo. Donc, on avait discuté de tout ça. Et par la suite, on a dit qu'on n'allait pas aller en rang un peu dispersé. Il fallait contacter Amassi, discuter de tout ça. Si on est d'accord, maintenant, aller sur la candidature d'Amassi. Quand ils nous ont contactés, on leur a fait part de la proposition sine qua non négociable. C'était, nous allons le choix de la commune, on va vous aider, et sinon, nous, on reste dans notre coin. Ils ont accepté, et c'est comme ça qu'on a choisi le... Qui a accepté exactement? Vous avez été contacté? Voilà, on a été contacté par le Fried, mais avant même la naissance, tout ça, c'était des concertations, des jeux d'alliance. Mais il y avait quand même, voilà, ça se dessinait un peu. Il y avait Ablaïba, il y avait Hit, et il y avait Khalid Diallo qui nous avait contactés, qui était venu d'ailleurs au siège de la PFAS. La première réunion, c'était tenu là-bas. Pour la première réunion, il n'y avait pas Amassi, il n'y avait que nous. Voilà, et par la suite, on a vu Amassi, on a mis en place, on a mis les choses au clair et nous allons un peu repenser à mettre en place, voilà, un peu un cadre de discussion, voilà, et tout. C'était un groupe WhatsApp. Et après avoir discuté de tout ça, on a imposé la candidature d'Amassi Djibouti. En tout cas, vous avez fait un travail monstre derrière. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que imagine, déjà, avoir la volonté de dire que
vous savez quoi, nous allons faire front commun. Cette fois-ci, il y en a marre que les gens ils viennent, qui nous manipulent, nous séparent et au final, ils s'assoient, ils font rien. Vous avez pris les choses en main, vous avez pris des initiatives et vous avez choisi votre candidat. Malheureusement, il n'a pas été maire, mais pour moi, il a eu le mérite qu'il fallait. Pourquoi? Parce que le premier mérite vous revient à vous, d'avoir su qu'il y avait un problème et d'avoir identifié le problème également. Et d'avoir aussi identifié une partie de la solution qui était d'avoir le contrôle sur les candidats qui vont vous représenter. Parce que c'est vous qu'on va représenter. C'est votre commune. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, non, tout comme toi, tous les jeunes devraient se voir de cette manière-là. Savoir que si tu ne prends pas d'initiative comme l'a fait Khattab et ses amis, peu importe le choix qui te sera imposé, tu vas devoir le vivre. Mais à travers ça, je te félicite, toi, ton équipe, tes amis. Mais j'aimerais également que tu me dises, qu'est-ce que tu penses de la classe politique actuelle? Franchement, pour la classe politique actuelle, je trouve que c'est bâclé en fait. Ok. Plein d'idées populistes, mais rien de structuré, aucune offre solide, sérieuse, économiquement parlant, aucune offre en termes de vision sur le long terme n'existe, excepté quelques rares gars qui essayent un peu de faire dans leur coin. Mais en réalité, en termes d'offres, pour la classe politique actuelle, je pense qu'il y a énormément de choses à revoir. Les configurations, c'est soit de vieilles configurations qu'on doit un peu penser à mettre à jour, c'est soit l'émergence de nouvelles idées, mais qui ne sont pas assez structurées. Il y a plus de fougue. Vous voyez un peu, il y a plus de discours populistes que de discours réellement structurés, voilà, basés sur une étude sérieuse, un projet sérieux que l'on va vendre à la population pour pouvoir rétablir, voilà, toutes les injustices et que ce peuple a subi. Quand je parle d'injustice, je parle d'injustice sur le plan économique, sur le plan social, etc., etc. Donc, en termes d'offres politiques, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, en fait. C'est vrai, il y a quelques-uns qui essaient de faire des choses, mais ça reste de groupuscules. Et même avec ces offres-là, on doit penser à restructurer, à réorganiser. D'accord. Et si tu devais me citer une personne que tu supportes politiquement en ce moment, ce serait lequel? Quelle serait la personne que tu dirais, voilà, lui, il a un bon projet politique et je suis capable de le suivre? Bon, en fait, moi, je ne supporte pas de personne. Je supporte un projet politique. Ok. Et pour supporter un projet politique, je dois être dans ce groupe-là, qui soit restreint ou ouvert, mais ce groupe-là qui va travailler dans la conceptualisation du projet que l'on va vendre à la population. Ok. Donc, pour l'instant, oui, je discute avec beaucoup de gens. Oui, je suis en contact avec beaucoup de gens. Mais voilà, je ne suis pas encore décidé pour dire que je suis directement et entièrement avec une telle personne. D'accord. Je comprends aussi. C'est en même temps, j'imagine que si tu as des aspirations, c'est qu'il y a aussi, tu as également des choses que tu es capable d'apporter si jamais tu trouves le bon projet. Ce qui veut dire qu'actuellement, si je comprends bien, il ne manque que le bon projet pour que tu puisses t'engager à 100% et faire partie de cette équipe-là et aussi amener, disons, la classe politique actuelle sur un certain standpoint. Oui, effectivement. En fait, le parcours d'Idrissa Seck, jeune, ambitieux, pertinent, directeur de campagne de Abdoulaye Wade, et voilà, et qui a réussi par la suite. Dans un premier temps, il a échoué, mais dans un deuxième temps, il a réussi quand même à installer Abdoulaye Wade à la magistrature suprême. C'est un parcours particulièrement inspirant pour moi. Donc, ne t'étonne pas à me voir directeur de campagne, peut-être dans les prochaines élections. Dis comme ça, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Je pense bien, c'est bien possible. Bon, après, on verra est-ce qu'on aura le bon projet pour soutenir, s'afficher entièrement. Mais on est sur beaucoup de concertation, on est sur beaucoup de travail. Et vous savez, quand vous travaillez et que vous êtes ambitieux et que vous voulez faire des choses différemment, mais avec beaucoup d'efficacité, on n'a pas
besoin forcément de se dévoiler, en fait. Ouais, Voilà. ouais. On n'a pas besoin de se dévoiler. On a tout simplement besoin de prendre conscience Ouais. de ce qui est en train de se passer. Prendre conscience également que toute voix Mhm. compte et prendre conscience également que le changement, ça commence par soi d'abord. Ouais. Ça commence par soi. Tu dois déjà te demander le changement à toi avant de le demander aux autres. Ouais. Et malheureusement, en politique, je trouve que c'est un peu hypocrite dans le sens où il y a beaucoup de personnes, par exemple, Mhm. qui ne font pas d'efforts pour Mhm. faire avancer les choses, Mhm. mais qui sont toujours prêts à critiquer Mhm. ceux qui sont assis Mhm. ceux qui sont assis au niveau des sièges. Mhm. Mais bon, j'espère en tout cas que toute notre communauté, Mhm. la communauté mauritanienne, la communauté musulmane, la communauté africaine, Mhm. j'espère qu'on pourra se retrouver à mi-chemin un jour pour Mhm. pouvoir bien aller ensemble. Parce que, hey, personne ne va nous donner quoi que ce soit gratuitement. Si on veut quelque chose, on doit aller le chercher. Mhm. Que ce soit en politique, en finance, en médecine, peu importe. Mhm. Si tu veux quelque chose, tu dois aller le chercher. Personne ne va te le donner gratuitement. Mhm. Donc, soyons comme Khatab Mhm. et soyons conscients de ce dont on est capable et soyons conscients de la politique qui se passe. Parce que chaque personne Mhm. chaque personne est capable de changer les choses. Ouais. Moi, j'ai jamais fait de la politique, je suis pas politicien, j'y arrive pas. Mhm. Honnêtement, Mhm. j'ai pas la personnalité de la politique Mhm. et c'est une mauvaise chose. Mhm. Honnêtement, c'est une mauvaise chose, je le Ouais. dis. Ouais. Parce que je suis la première personne à me critiquer par rapport à ça, Mhm. que je dois m'informer. Mhm. Et ça va commencer, je pense, avec toi. Mhm. Parce que là, je vais Mais commencer à te écoute, fréquenter, il y comme a, il y ça a tu vas aussi, il y m'aider a par aussi, rapport à ça. il y a aussi un sujet, il y a aussi un point important sur ce sujet-là. En fait, Mhm. on n'a pas besoin de tous s'impliquer dans la politique. Quand on n'a pas la passion, Mhm. quand on n'a pas cette motivation, Ouais. mais on peut bien être utile autre part. Mhm. Moussa, il est utile dans ses productions. Ouais, Ce qu'il fait, c'est intéressant absolument. pour le développement socio-économique de notre pays. Absolument. Il le fait dans l'audiovisuel. Yep. Vieux le fait. Yep. Mahou le fait dans la Absolument. production. Absolument. Ouais, audio. Foga le fait dans son domaine. Mhm. Oumar le fait derrière sa caméra. Toi, tu le fais en tant que quelqu'un qui Mhm. met en place les initiatives des jeunes, les projets des artistes. Mhm. Et dans ton travail, en fait, Absolument. ce qu'il faut, c'est d'avoir cette culture, cette conscience politique pour nous aider à faire un choix. S'il faut se ranger, il faut avoir le bagage qu'il faut pour pouvoir choisir le projet qui serait meilleur pour la population. Agba. Voilà un peu pourquoi il faut avoir la culture, la conscience politique. Mhm. Mais en soi, ce n'est pas une obligation de s'engager dans la politique. Comme j'ai dit, tout le monde ne peut pas s'ériger en vendeur de beurre qui augmente la durée de vie. Je rigole. Absolument. Hein? Voilà. T'inquiète, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Et je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va changer de volet. Nous allons aller dans le volet musique et culture. Khatab, tu es également animateur. Et j'ai vu que tu as fait beaucoup de projets avec pas mal d'artistes. D'abord, j'aimerais savoir comment est-ce que ça a commencé pour toi, la vie culturelle. Pourquoi musique et culture? Là, la musique, la culture, bon, l'animation, si tu veux, moi, je ne suis pas que dans le domaine complètement culturel musical. Je fais maître de cérémonie dans plusieurs activités, qu'elles soient Oui, je t'ai éducatives. vu avec Ramadan Aid, tu étais maître de cérémonie. Voilà, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient sociales et même diplomatiques. J'ai animé des cérémonies officielles, voilà, au niveau de l'académie diplomatique, au niveau du palais de congrès, pour le gouvernement, pour le ministère de la Santé. Je tiens d'abord à remercier Grand Thierno Diallo qui m'offre tout le temps d'opportunités dans ce sens ou même, voilà, dans d'autres domaines un peu différents. En fait, la passion de l'animation, c'est une passion. C'est pas un travail sur lequel, voilà, je me consacre à temps plein. Ok. Je me consacre pas sur l'animation en temps plein. Ok. Voilà, c'est une chose qui est venue naturellement. Vous savez, en 6e année fondamentale, en cérémonie de fin d'année, il y a mon enseignant, c'est Djibi. Je n'oublierai jamais, c'est Djibi. Voilà. En fait, tout petit, 6e année fondamentale, il m'avait donné le rôle d'animateur, en fait. Et il avait un peu écrit tout ce que je devrais un peu. Je faisais que réciter un peu ce qu'il m'avait dit. Ouais. Mais comme que en fait, j'avais ce truc-là, en fait. Moi, je sais que j'ai ce talent en moi. Je ne sais pas, est-ce qu'un jour il va exploser parce que jusque-là, moi, je pense que je n'ai pas encore, voilà, exploité tout ce talent que j'ai, voilà, en termes d'art oratoire, l'animation surtout.
Mais depuis lors, j'ai senti qu'il y avait un truc, en fait, que j'avais une certaine compétence que moi-même, peut-être, j'ignorais, en fait. Il me l'avait donné, bon, normalement, ça allait être juste une récitation comme ça. Mais moi, je mettais un peu, voilà, de vibe. Voilà, j'étais bien, j'articulais parce que j'étais un bon lecteur, en fait. Et je rappelle, à l'âge Mokhtar Kelly, on avait un enseignant, Monsieur Diop, en 5e année. Tous ceux qui sont passés par El Hadj Mokhtar Kelly à l'école fondamentale savent, c'était le Poutine, en fait, de l'école. Ah ouais. Mais moi, la chance que j'avais, quand il finissait la lecture, je ne levais pas la main, je lisais automatiquement. Voilà, donc c'était ça. Et il me l'avait donné comme ça, une feuille écrite en arabe. Je me rappelle, c'était écrit Ummahatuna aba'una al-kiram, nashkurukum ala hudurikum al-karim. Et je le disais avec beaucoup d'éloquence. Les gens applaudissaient comme pas possible. Voilà, je pense, si on peut parler de déclic, ce jour-là a été un déclic. Et par la suite, dans les différentes activités que l'on organisait, je me souviens une récitation que j'avais bien faite, les gens étaient heureux. C'était, voilà, un sketch. Et à la clôture, il y avait nos chers parents, permettez-moi de vous adresser ce petit mot qui, pour moi, est un cri d'alarme, permettant à chacun de nous de faire une prise de conscience pour nous aider à préparer notre avenir. Et ça finissait par celui, sachez que celui qui n'a pas veillé sur son fruitier n'aura jamais de fruits. Un truc comme ça. Je faisais avec beaucoup de maîtrise et tout. Et par la suite, j'ai animé beaucoup d'activités à l'université également, dans beaucoup de soirées culturelles ou éducatives. Ça n'a jamais été un travail en temps plein. Mais j'avoue que parfois, j'ai quand même de gros voilà quoi, de gros montants qui venaient comme ça. Après un appel, tu viens, et ça me sortait dans de grosses galères par moment, j'avoue. Bah oui. Parce que au-delà même de l'argent, ou bien c'est-à-dire au-delà même de l'argent que tu as gagné en faisant de l'animation, aujourd'hui, tu as été nominé par Empreinte-Art dans la catégorie animateur de l'année. Voilà, avant ça, la musique, la passion de la musique, c'est depuis mon jeune âge. Voilà, au début, avec des amis, on avait pensé à mettre en place un groupe. On l'avait déjà mis. Voilà, on l'a mis en place. C'était Puissance Right. Et il y avait Prodige qui était beatmaker. Il y avait 2 potes. L'un est à State. L'un est au State actuellement. C'est Hems. Et l'autre, c'est AMD qui s'est érigé en beatmaker. Moi, j'étais le manager, en fait. Pour la petite anecdote aussi, on s'est bagarré, le groupe a éclaté. Alors, en fait, il y avait ce groupe-là et il y avait tout le temps des initiatives qu'on participait dans des activités culturelles, musicales. La passion, elle était là, en fait. Maintenant, il fallait juste, voilà, par la suite, après, un peu aller dans, par exemple, à Iceberg, par exemple, c'était un peu un cadre bien structuré, bien formé, et c'était déjà créé par mes refs, mes gars, mes potes, en fait, Prodige et CD Sec, que j'ai rejoint par la suite. Voilà. Maintenant, pour Empreinte Art, je suis nominé, mais en fait, c'est une nomination sur laquelle, en fait, moi, je comprends pas, en fait. Pour moi, on doit un peu revoir. Pour Empreinte Art, je dois revenir un peu sur Empreinte Art, en fait. Moi, j'oublie même que j'ai été nominé, tellement ça n'a pas une importance capitale pour moi. Je n'ai jamais communiqué sur ça. J'ai demandé à personne de voter pour moi, si vous me suivez. J'ai déjà dit à Oumou que Ali, mon grand frère, et Hashbra, mon gars, qui est un très bon animateur, il y a Doubidou, Tchernam et tous ces gens-là sont bien méritants que moi, en tout cas dans cette année 2020. Et comme j'ai dit, moi, l'animation, c'est juste une passion que je vis pleinement, mais ça n'a jamais été un métier sur lequel je m'investis à 100%. D'accord. C'est vrai, il y a Jazz 222, c'est une belle émission, ça suit son cours. Avec Moussa, on est sur des discussions pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir penser à des axes d'amélioration et élargir tout le temps. Voilà ce qu'on est en train de faire. Maintenant, voilà, sur Empreinte Art, moi, ma nomination, elle n'a aucune importance pour moi. Bon, c'est déjà un plaisir pour moi d'être nominé. Je remercie Oumou qui est
une personne que j'apprécie énormément, je lui ai dit, et j'en ai parlé avec quelqu'un qui était dans le comité de l'organisation. En fait, je lui ai dit, moi, je ne comprends pas trop Empreinte Art. En fait, pour moi, quels sont les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour un peu les nominations? Est-ce que vous nominez l'année civile? Si c'est l'année civile, les performances pendant l'année civile, vous oubliez les noms, en fait. Vous pensez aux performances pendant l'année civile, même si c'est Abdoulaye ou Mohamed ou je ne sais pas qui a fait une performance extraordinaire pendant l'année civile, vous le nominez, voyez un peu. Et est-ce que vous êtes à jour par rapport aux productions que l'on a fait pendant l'année, en fait? Et avec un de mes grands, on a même pensé à des marches, par exemple. Vous avez un bon projet qui sort en décembre, alors que vous commencez un peu le travail en janvier. Donc, ce projet, si vous pouvez avoir une marge pour pouvoir l'intégrer, est-ce que ce serait possible ou pas? Donc, c'est des questions, des hypothèses qu'on peut penser dans l'équipe. Et est-ce que l'équipe est suffisamment outillée? Est-ce qu'elle est suffisamment outillée pour pouvoir suivre, voilà, toutes les performances, toutes les productions, voilà, qui sortent pendant l'année pour pouvoir suivre? Et est-ce que les critères, elles sont claires, transparentes, et est-ce que, voilà, ce dynamisme qu'il doit y avoir pour pouvoir suivre tout ça avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'intelligence, voilà un peu. Et prendre en compte aussi, aujourd'hui, quelqu'un le disait, moi je suis pas dans les émotions. C'est vrai, voilà, il a employé le mot, nous sommes un peu divisés. Je sais pas le mot que j'aimerais un peu employer, mais voilà, quand vous faites des awards comme ça, vous essayez un peu de vous ouvrir à tout le monde. Vous pensez à tout le monde, vous voyez un peu. Maintenant, on n'est pas dans les émotions. Ceux qui sont meilleurs, on les nomine. Si ceux qui sont meilleurs, ils sont orange, on les met. Si ceux qui sont meilleurs, ils sont bleus, on les met. S'ils sont roses, on les met. S'ils sont blancs, on les met. On n'est pas dans les émotions, mais il faut y aller avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'outils, et avec, voilà, et procéder par élimination, en fait. Si les critères, elles sont établis, on procède par élimination, comme ça, c'est clair. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec, par exemple, Detox, pour moi, c'est le meilleur projet en 2025, ou l'un des meilleurs. Detox n'a pas été nominé, je ne comprends pas. Si vous nominez le beatmaker, vous ne nominez pas Prodige. Moi, je ne parle pas de Prodige parce que c'est mon pote. Oui, c'est mon pote, c'est mon gars, c'est mon ami, c'est mon tout. Mais je ne le défends pas pour ça. Quand vous nominez le meilleur beatmaker pendant l'année 2025, quelqu'un qui a produit Change de Bullshit, qui a produit Detox, en tout cas en grande majorité, vous ne le nominez pas. Mais à quoi ça ressemble? Je leur ai dit, j'ai dit à Oumou, elle me dit, il a été présélectionné, mais le jury quoi? Exactement. Donc, vous savez, vous voyez, donc les critères, il faut communiquer sur les critères, procéder par élimination, avoir une équipe outillée, dynamique et qui suit l'actualité musicale de chez nous, l'actualité culturelle et musicale de chez nous. Donc voilà, je pense que moi je pense honnêtement, alors là, ce ne sont pas des critiques, encore une fois. Nous, on est plus ou moins des acteurs dans ce domaine-là. Absolument. Quand on voit des manquements, quand on voit des imperfections, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais on pourrait quand même tendre vers la perfection. Absolument. Puisque quand ils pensent aux nominations, et moi je suis bien placé pour parler de ça. Ousbi Punchline, Mauritanie Wana Lady, il y a Dux La Panthère, les pros et autres. On avait pensé, je pense, en 2016, en 2015, on avait même créé un groupe WhatsApp dénominé Raprim Hours et une page Facebook. Donc, on pensait déjà à ça. C'est vrai, Raprim Hours, c'est dans le cadre précisément et spécialement de hip-hop et tout, mais on pensait à des récompenses comme ça. Donc, les récompenses sont extraordinaires. Quand vous nominez Moussa pour le meilleur réalisateur, personne n'en parle. Personne ne peut critiquer parce que c'est une évidence. Ouais, je dis pas que tout est bâclé, mais la manière de travailler, la structuration, et puisque l'année dernière, ils avaient reçu beaucoup de critiques. Absolument. Donc, eux, ils se sont retirés pour pouvoir réfléchir à la chose, pour pouvoir l'améliorer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de manquements. Ouais. Voilà, maintenant, ils n'ont qu'à s'ouvrir, en fait. Vous savez, nous, on est dans un domaine où l'on peut faire énormément de choses si on décide de s'ouvrir, si on décide de s'écouter, si on décide de mettre en place, de mettre en avant, de mettre en priorité les objectifs généraux. Vous voyez un peu, les objectifs en commun. Absolument.
Parce que c'est important de le dire. Écoutez, moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour la culture mauritanienne. Donc, tout ce qui soutient la culture mauritanienne, également mon respect va vers ça. Donc, je vais te dire exactement ce que moi j'ai pensé des nominations d'emprunteurs. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit que oui, normalement, vu l'impact que l'émission a eu en 2024, tu es censé faire partie des personnes qui sont nominées dans la catégorie animateur. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que, de un, moi, je suis parti sur la base que, parce que j'avais discuté avec Oumou vaguement au départ, quand j'avais entendu parler qu'ils allaient lancer les nominations. Je lui ai envoyé un message, parce que d'ailleurs, c'est Moussa qui m'avait envoyé son numéro, pour voir comment est-ce que ça se passait. Ma question était la suivante. Par rapport au jury, est-ce que c'est les jurys qui vont choisir en fonction du contenu, ou bien c'est les contenus qui doivent aller vers les jurys? Tu comprends? Donc, elle m'a dit que ils avaient un jury qui était professionnel et capable, et que c'est eux qui allaient faire les choix basés sur exactement des critères factuels. Bref. Donc, je parle pas de mon cas, mais je parle de énormément de personnes qui ont un talent fou, qui ont fait des projets en 2024, des projets de dingue. OK? Pas que dans la musique. La culture, c'est pas que la musique. Tu as la comédie qui en fait partie. Tu as l'animation qui en fait partie. La création de contenu qui en fait partie. Il y a plusieurs catégories. Donc, moi, je dis, si vous devez choisir des gens qui vont juger ces personnes-là, il faudrait que ce soit des personnes qui connaissent ces gens-là. Je ne dis pas qu'ils ne les connaissent pas. Je ne connais même pas les membres du jury. Mais je dis tout simplement, pour être actif dans la culture, il faut en faire partie. Il faut savoir que A, B et C font ceci, font cela et font ceci. Et toi, tu fais partie du programme pour savoir que A est meilleur que B ou C. Ou vous mettez les gens et les gens ils choisissent le gagnant. D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, bien entendu, un peu quelque temps avant ça, il y avait la critique qui venait de l'autre émission, des awards. J'ai oublié comment ils appelaient ça déjà. Il y avait un awards, il y avait des prix qui avaient été donnés avant Emprunteur. C'était quoi leur nom déjà? Rimfest. Rimfest. Rimfest a reçu énormément de critiques. Emprunteur est venu, ils ont fait leur sélection et ils ont également reçu beaucoup de critiques. J'espère en tout cas qu'en 2026, qu'on sera capable de faire mieux pour la culture. Parce que c'est important. Sachez que il y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe et leur motivation peut en dépendre. Quand tu donnes à quelqu'un qui ne le mérite pas, tu décourages celui qui le mérite. Non, c'est vrai. Tu comprends? C'est vrai. Et ça, si tu décourages celui qui le mérite et qu'il lâche l'affaire, en fait, c'est la culture qui perd. Non, c'est vrai. Donc, si tu avais des conseils à donner à l'emprunteur, ce serait lesquels? Ouais, comme j'ai dit, en fait, c'est un peu le syndrome c'est un peu le syndrome qui a un peu attaqué, en fait, la musique et la culture mauritanienne d'une manière générale. Il faut pas rester un groupuscule, ouais, un peu, on dirait une sorte de lobbying qui pense avoir le monopole de tout ce qui se passe. Donc, il faut s'ouvrir. Ça, c'est un bien en commun que nous devons protéger, que nous devons sauvegarder et que nous devons propulser. Aujourd'hui, la musique, la culture, les arts, c'est une industrie en fait. Absolument. Et quand on parle d'industrie, on ne parle pas d'un groupuscule de personnes. En fait, c'est la même maladie qui a aujourd'hui, voilà, c'est le même virus qui a contaminé aujourd'hui la culture, la musique mauritanienne d'une manière générale. C'est cette poignée-là de personnes qui pensent avoir le monopole sur tout, qui doivent décider de tout. Quand ça ne passe pas par eux, c'est pas bon. Quand c'est pas eux les concepteurs, c'est pas bon. Et vous voyez, même quand on veut, voilà, se réunir sur des initiatives comme les Koakim et autres, il y a toujours des problèmes. Donc, en fait, il y a une expression qu'Advise m'avait dit dans une émission de Jazz 222, et il me disait que lui, il voulait pas que son enfant se lance dans la musique, dans la culture, puisque c'était un milieu pourri. En fait, nous devons tout faire pour éliminer un peu, voilà, cette idée et qui est, moi je pense, qui est réelle dans ce domaine-là. Ouais. C'est un domaine pourri, plein de lâches, plein de personnes assez orgueilleuses qui pensent avoir le monopole, le contrôle de tout. Ça ne doit pas se passer comme ça. On doit s'écouter, on doit suivre et on doit aller, voilà, dans des initiatives qui ressemblent en fait.
qui ressemble tout le monde et qui rassemble tout le monde. Ouais, et Ouais, qui est un juste peu. aussi. Voilà, qui nous ressemble, autant pour moi, qui nous ressemble et qui rassemble tout le monde. Voilà, donc c'est important de préciser cela. Absolument. Empreinte art, l'initiative en soi, l'idée, elle est bonne, mais la pratique, il faut l'améliorer pour la prochaine édition. Ok. Pensez à une équipe plus dynamique, plus outillée et discuter et mettez en place des critères clairs, simples, transparents. Voilà, c'est seulement comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. En tout cas, c'est bien. Honnêtement, c'est à faire parce que, encore une fois, c'est pour la culture. Et en tout cas, félicitations pour ce que vous êtes en train de faire. Pensez à l'améliorer, pensez à être plus juste avec la culture mauritanienne. Parce qu'au final, que ce soit Empreinte Art ou Rimfest ou peu importe, on vote tous pour la culture mauritanienne. Et il est temps que les choses commencent à être justes dans ce pays. Voilà. Honnêtement. Encore une fois, félicitations à Empreinte Art. L'initiative, elle est très, très bonne. Et ainsi qu'à Rimfest, félicitations à vous également. En fait, sachez juste que c'est pour la culture mauritanienne. Et pour que la culture continue de grandir, il faut qu'on fasse les bons choix et il faut également qu'on soit juste par rapport aux choix qui vont être faits. Lorsque vous choisissez une personne qui ne le mérite pas, vous êtes injuste face à la personne qui le mérite. Et si cette personne avait un apport significatif au niveau de la culture, elle va se décourager et lâcher l'affaire. Non. Il est temps, en fait, qu'on s'assume. Il est réellement temps qu'on s'assume. Et je vous félicite encore une fois et je vous encourage. Encore une fois, ce que nous sommes en train de dire, on a le droit de critiquer parce que là, on fait également partie de la culture mauritanienne. Mais vous, prenez-les tout simplement comme étant des conseils ou comme vous voulez. That's it. Yeah. Maintenant, nous allons parler de la musique mauritanienne. Je sais que tu es très actif dans la musique mauritanienne avec beaucoup d'artistes. Je t'ai vu avec pas mal d'artistes. Tu as été avec Authentique, je t'ai vu avec Brems également. Je t'ai vu avec beaucoup d'artistes en général. Donc, j'aimerais savoir, à ton avis, par rapport à l'évolution du rap mauritanien aujourd'hui, quel est ton avis? Quel est ton avis par rapport à l'évolution de du rap mauritanien? Bon, c'est vrai, il ne faut pas se mentir. En fait, il y a énormément de progrès. Il y a des... Voilà, on voit quelques évolutions. On voit de l'évolution, autant pour moi. On voit de l'évolution. Les choses commencent un peu à s'améliorer. Mais il ne faut pas se mentir. On est dans un cercle. Il faut qu'on ouvre. Moi, je l'ai toujours dit. Il faut qu'on ouvre. Il faut qu'on reste. Il faut qu'on laisse un peu. Il faut qu'on sache que l'on parle d'industrie. Okay. Il faut qu'on sorte de ces lobbies un peu qui essayent de s'accaparer de la culture, de la musique mauritanienne, de toutes ces personnes qui n'étaient rien et qui ne sont rien, voilà, sans la musique, mais qui essayent avec leur toxicité d'essayer un peu, voilà, d'empoisonner notre art. Il faut penser grand, il faut oser et il faut aller dans la conquête, voilà, d'un nouveau public, voilà, de nouveaux partenaires. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra ensemble, main dans la main, faire évoluer les choses. Parce que j'ai beaucoup entendu que le monde, que l'industrie musicale était toxique. J'ai beaucoup entendu que l'industrie musicale était toxique. Soit c'est l'artiste, ou bien soit c'est les gens qui entourent l'artiste. Mais en tout cas, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de toxicité dans ce monde-là. Toi qui es dans ce monde, qui a été actif pendant longtemps dans ce monde, est-ce que tu penses que, d'ailleurs, cette toxicité dont on parle fait partie des choses qui freinent encore une fois l'évolution du rap mauritanien? Parce que quand je regarde, je ne peux pas parler d'évolution de l'industrie musicale s'il n'y a pas de plateforme de streaming, soyons sérieux. Moi, personnellement, de mon côté, je ne peux pas parler d'évolution. Pourquoi? Parce que, OK, aujourd'hui, les gens parlent d'évolution. Pourquoi? Parce qu'ils le comparent vis-à-vis de... Les artistes ont commencé à avoir un peu d'argent, ils ont commencé à voyager, ils ont commencé à faire des tournées, etc. Mais cette musique qu'ils produisent est principalement consommée gratuitement. Principalement consommée gratuitement. Et donc, le fait que moi, je puisse télécharger la musique de quelqu'un, d'un artiste gratuitement et l'écouter sur mon téléphone, en fait, j'aurais beau l'écouter 1 million de fois, c'est 1 million de fois où je l'ai écouté ne sera pas comptabilisé sur le compte stream de l'artiste. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de plateforme de streaming en Mauritanie encore jusqu'à présent, à ton avis? Ouais, en fait, là, c'est une question assez complexe. Moi, je pense que quand je parle d'évolution, c'est qu'on est quand même passé à
la méthode classique de distribuer les sons n'importe comment, de prendre des instruments d'autres auteurs, voilà, de se les approprier, et de n'avoir aucun droit d'auteur sur l'œuvre. Là, les choses commencent à un peu bouger. On arrive quand même à un peu protéger, même si c'est comme vous l'avez dit, il y a tellement de choses à améliorer. On doit vraiment revoir. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas seulement le nôtre, mais même pour la sous-région, les gens sont en train de penser à des choses comme ça pour pouvoir encadrer, pour pouvoir protéger. Quand on parle de droits d'auteur, de tout ce que tu veux, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, il y a d'autres plateformes qui ne sont pas de chez nous, forcément, mais qui sont là, qui sont quand même assez protégées. Voilà, un peu, les gens y mettent. Et il y a des artistes qui vivent un peu, des retombées du streaming. Et maintenant, il faut le savoir, nous sommes un peuple qui n'est pas suffisamment outillé par rapport au streaming et à l'importance que ça a pour les artistes. Le travail de communication doit continuer dans ce sens. Maintenant, si les choses s'améliorent, que la communication davantage elle s'accentue sur l'importance du streaming et de la protection des œuvres que nous produisons, parce que les œuvres artistiques, elles n'ont pas de prix. C'est le fruit d'énormes temps de travail, de beaucoup de nuits blanches et de sacrifices matériels. Donc, ça mérite un prix. D'ailleurs, toute œuvre soigneusement travaillée pour faire plaisir à un public, puisqu'on parle d'un produit, donc il doit y avoir des consommateurs, et les consommateurs, ils doivent fournir un effort pour se procurer ce produit-là. C'est comme ça un peu partout dans le monde. Donc, dans le monde de la culture de la musique, on vend des œuvres et on doit avoir une contrepartie. C'est important. Oui, parce que la musique est un produit. La même manière que Bissap coproduit, de la même manière que je sais pas moi, ce micro c'est un produit, ce pot de fleurs c'est un produit, la musique est un produit. Et nous, pour faire évoluer l'industrie musicale, faut qu'on accepte également de faire évoluer nos artistes. Comment faire évoluer nos artistes? C'est acheter, consommer leurs produits. Chaque chanson qu'ils ont sortie est un produit. Un concert qu'ils font est un produit. Mais là, j'aimerais qu'on revienne par rapport à la toxicité qui entoure le monde de la musique. Est-ce que c'est en général ou c'est seulement en Mauritanie? Bon, on peut dire c'est un peu partout quand vous entendez le parcours de beaucoup d'artistes ou le parcours de beaucoup de gens qui ont été dans le domaine culturel. Ce sont les mêmes histoires un peu qui se répètent. Tu entends une histoire, tu as comme l'impression que tu l'avais entendue un peu ailleurs. Donc, les mêmes histoires se répètent. Maintenant, c'est un peu ça aussi la vie, en fait, dans tous les domaines. La musique n'est pas une exception. Il y a des parasites qui ne veulent faire aucun effort et qui ne sont là que pour vivre des efforts des autres. Et tu as des personnes qui n'ont aucune qualification, qui n'ont aucune compétence, si ce n'est de jouer au larbin. Ce sont des adeptes du larbinisme, vous voyez un peu, qui sont dans ce domaine-là. Vous avez une bande, vous voyez un peu de personnes qu'on a beaucoup, entre parenthèses, sucées, qui pensent être des demi-dieux sur Terre. Et je pense qu'on doit déconstruire tout ça, on dirait des sectes, pour aller ensemble et sur un objectif commun. C'est très important d'être bien entouré, sachez-le. C'est très important d'être bien entouré. Surtout, cependant, la musique mauritanienne, moi j'ai vu des gens soi-disant managers d'artistes, soi-disant agents d'artistes, soi-disant quoi que ce soit, qui sont là avec les artistes, qui soi-disant font le boulot. Et parmi ces gens-là, honnêtement, j'en ai vu, c'est exactement eux qui empêchent leur artiste d'évoluer. Parce que tu peux pas être dans un cercle, c'est toi l'artiste. L'attention doit se tourner vers toi. Et non, tu es entouré par des gens qui veulent également avoir de l'attention et être une star tout comme toi. C'est pas possible. Dans une équipe, il faut l'artiste. Il faut celui qui va aider l'artiste à arriver, celui qui va aider l'artiste à distribuer, celui qui va aider l'artiste à produire, celui qui va aider l'artiste aider. Donc, c'est important de bien s'entourer quand on est artiste, de bien s'entourer par des gens
qui vont prendre ton produit et toi et l'amener au sommet, mais qui vont comprendre que ce n'est pas eux le produit. La répartition des tâches améliore la qualité du travail, comme tu le sais bien dans ton domaine. Absolument. Voilà. Ça améliore les choses et c'est important de le faire. Si tu avais un conseil à donner à ces gens-là, ce serait lequel? Aux artistes mauritaniens? Moi, j'ai pas grand-chose à dire aux artistes. Les artistes, ils sont suffisamment intelligents, conscients. Ils doivent savoir que, voilà, que pour que les choses puissent améliorer, il faut une équipe élargie, une équipe outillée, capable de d'orienter l'artiste, de le recadrer, pas seulement de le suivre bêtement dans tout ce qu'il voudrait faire, parce que l'artiste, il s'occupe de la production, de l'art, de la post-production et tout. Mais après, par rapport, l'artiste, il s'occupe de sa musique. Voilà, si tu veux, tout ce qui concerne sa musique, il doit avoir évidemment un mot à dire, mais il doit aussi écouter son équipe, même dans le domaine strictement musical, mais surtout dans le domaine de la distribution et de la communication, qui sont essentiels pour une meilleure qualité voilà, de la production artistique. Quel est ton artiste préféré? Waouh! Parce que j'ai l'impression que si tu donnes une réponse, tu vas en offenser. Voilà, c'est difficile, mais après, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis un esprit libre. Moi, je pense que l'un des artistes qui m'a le plus marqué chez nous, c'est Yero Gainako. Putain, je l'adore. Ses écrits m'ont trop influencé. Voilà, j'en ai toujours en boucle. Tu vois, le microphone s'écrit, se garde, s'écrit, ça, je répète à longueur de journée. Voilà, énormément de trucs comme ça. Sidi, parfois, je le saoule, mon pote Sidi, je viens, je lui balance une des tracks de Yero. Voilà, je l'aime bien et je trouve que, franchement, si c'est quand même l'un des artistes les plus complets, les plus forts, les plus talentueux que nous avons connus chez nous. Ok, shout out to Yero Gainako. Ouais, le grand frère. Et par rapport au talent brut, à ton avis, qui est l'artiste qui a le plus de talent brut? Le talent brut, bah, en fait, c'est difficile. Pas trop difficile, en fait. Capu, pour moi, mais c'est une dinguerie Capu sur un beat. Capu, une bonne sur un beat. On mourte sur un beat, en fait. Capu, il a une vibe, mais extraordinaire, en fait. Ça, c'est depuis les 5 kilos, les 10 kilos. En fait, Capu, ça a toujours été quelqu'un de très, 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 très bon, en fait, il est sur un beat. Honnêtement. Moi, je trouve que c'est l'un des talents, voilà, les plus extraordinaires que nous avons connus. Bullshit en session studio aussi, c'est quelque chose, hein. Buzz, il vient, tu lui balances l'instru, il te met un truc à la wow, putain, un américain. C'est un Buzz talent. est bon. Voilà, c'est un talent surtout naturel, en fait, un peu street. Parce que quand on parle de hip-hop, de rap, c'est aussi la street, c'est aussi cette, voilà, on parle aussi de l'anticonformisme. C'est le naturel, en fait. Oui. Voilà. Moi, j'aime bien le style de Buzzshit. Voilà. Honnêtement, je l'ai croisé une fois chez Moussa, d'ailleurs, je lui ai dit. Honnêtement, j'aime bien son style à lui. Parce que le rap, c'est censé être comme ça, c'est censé être compétitif. Le rap, ça a des racines. Tu peux pas être rappeur et en même temps, comment te l'expliquer déjà? Tu peux pas être rappeur et chercher à plaire à tout le monde, c'est pas possible. Tu dois avoir ta propre identité, ton style et ta propre vision des choses. Et peu importe ce qui va se passer, tu le défends. Et c'est pour cela que Buzz, il me plaît en tant qu'artiste. Donc, maintenant, si tu nous parlais de tes projets d'avenir, qu'est-ce qui nous attend? Mes projets d'avenir, je vais avoir mon doctorat. Ça a toujours été un rêve et je l'aurai. En fait, quand tu sais, je l'avais dit au début, quand on sait où l'on va, on n'est pas pressé, on sait qu'on va y arriver tôt ou tard. Moi, je sais que je vais continuer mes études. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, qui aime découvrir. D'ailleurs, je me pense là présentement beaucoup sur l'histoire de la chaîne de transmission islamique et je la déconseille aux gars qui n'ont pas une foi solide parce que c'est énormément découverte. Je pense même, voilà,
travailler sur un ouvrage dans ce sens, je sais pas. Mais je lis beaucoup sur tout ça, des derniers jours du prophète jusqu'à la Khilafa, les 4 khalifes. Énormément de choses se sont passées. Et je pense que c'est dans notre devoir en tant que musulman d'aller dans la quête du savoir. Maintenant, pour les études, je continuerai mes études, j'aurai mon doctorat dans le futur. Et putain, je vais aussi avoir un gosse. Putain, il faut que je marie, voilà. Ouais, il faut que tu te maries. Il faut que j'ai un gosse. Ouais. D'ailleurs, je Inch'Allah. serai un mauvais père, je sais que je vais le gâter. Je serai un papa poule, je vais le gâter comme pas possible. Mais voilà, fonder une famille, se caser et puis s'occuper de ma famille, s'occuper de la daronne, c'est une personne extraordinaire. C'est l'une des personnes qui m'a marqué le plus au monde. Son courage, sa détermination, son engagement. C'est énorme en fait. Franchement, Voilà. elle le mérite aussi. Parce que Merci. tu l'as dit toi-même, tu as perdu ton père, Allah yarhamou, très jeune. Donc ta maman, elle a dû supporter la deuxième partie de ta vie. Ouais, Mashallah. ouais, ça- Et pour y arriver, étant une femme, ça nécessite énormément. Beaucoup de cœur, beaucoup de force, beaucoup de courage. Et tu peux être fier de ta maman. Inch'Allah, on lui souhaite longue vie. Parce que on sait à quel point c'est difficile pour un parent d'élever des enfants. Très difficile. Elle a fait un très bon travail avec toi. Merci. Nena Salminam. Franchement, merci beaucoup, Khatab. La légende Janab Mokhtar Lam. En fait, merci beaucoup à Pace. C'est vrai, tu l'as rappelé, on a eu à discuter plusieurs fois. La dernière fois dans un café. D'ailleurs, la prochaine rencontre doit être autour d'un mafé. Alors, j'ai quand même eu le plaisir de rencontrer une personne assez ouverte qui a des convictions fortes. Et je pense que ça, c'est important d'avoir des convictions, d'être déterminé. Et tout ce travail que tu es en train de faire, c'est pas pour toi. Tu n'en as pas besoin. C'est pour mettre en lumière ce que tu penses qu'ils ont et qu'ils auront un rôle important à partager. Absolument. Voilà, pour le bénéfice, voilà, ou au bénéfice de toute la population, de tous qui pourront un peu suivre cette émission ou ce podcast. Félicitations à toi. De meilleures choses arrivent. Merci, Et nous, frérot. on sera là pour donner de la force. En tout cas, ça compte beaucoup. Merci beaucoup, Khatab. C'est un plaisir de t'avoir. Tu as échangé avec nous. Tu nous as beaucoup appris sur ton partage d'expérience et qui représente un bagage intellectuel et social énorme. Mashallah. Merci. Donc, encore une fois, merci d'être venu partager ton histoire avec nous. Et c'est pas la fin. Ça, c'est une première partie. On a des surprises et pas mal de choses qui arrivent avec Khatab. Et vous allez les voir. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé de mon influence politique, on n'a pas parlé de Thomas Sankara, qui est ma plus grande référence. On n'a pas parlé du Parlement italien qui m'a un peu marqué de la Révolution française. En fait, tout ça a fait que j'ai été un grand passionné de la politique. Donc, on aura le temps d'aborder, de développer tout ça. Absolument. Big up les gars, big up à Moussa derrière les caméras, il a faim. Moussa, va te faire ça, reste. En tout cas, merci à toi, Khatab. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé ton expérience avec Zenface Podcast. Et on espère que nos auditeurs vont prendre le meilleur de ce qui a été dit, des conseils qui ont été donnés et de l'expérience qui a été partagée. C'est important parce que chacun d'entre nous a besoin de l'autre pour évoluer. Et nous vivons dans un pays, machallah, on est riche culturellement parlant parce que nous avons plusieurs ethnies, plusieurs races. Donc, nos histoires sont différentes. Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir de coller mon histoire à la tienne, car j'ai beaucoup appris de toi aujourd'hui. Merci d'être passé. Merci d'être venu sur Zenface Podcast. Au revoir.